La phrase qui a détruit la vie de Malonga n'était pas une menace. C'était une sentence. Une sentence lancée par une voix sans visage, dans une pièce où la lumière n'osait même pas entrer. Tu as refusé le sacrifice. Alors tu ne parleras plus jamais. Et avant qu'il ne puisse comprendre, sa gorge s'est serrée. Ses cordes vocales ont brûlé comme si un feu invisible les dévorait. Il a ouvert la bouche. Aucune voix. Aucun souffle. Rien. Le silence a frappé plus fort qu'un coup de machette. Ce soir-là, il n'était pas puni pour un crime. Il n'était pas puni pour un mensonge. Il était puni pour quelque chose de bien plus profond. Il avait refusé de donner la vie de sa propre fille. Pour comprendre comment un père arrive jusque-là, il faut remonter avant le verdict. Avant le silence. Avant que son monde s'écroule. À 34 ans, Malonga n'avait plus que Luna. Sa femme était morte pendant la grande maladie qui avait traversé le monde, et depuis ce jour, il vivait comme un homme qui porte une colonne brisée dans sa poitrine. Malgré tout, il tenait debout. Pour sa fille. Seulement pour elle. Mais lorsque Luna tomba gravement malade à son tour, tout s'assombrit. Les médecins parlaient d'un traitement aux États-Unis. Ils parlaient d'espoir. Mais cet espoir coûtait 3 millions, une montagne d'argent que Malonga ne gagnerait pas même en plusieurs années. Alors quand un homme mystérieux lui proposa une porte secrète, un chemin interdit, il accepta. Pour Luna, il aurait accepté n'importe quoi. Et la confrérie tint promesse, l'argent arriva. Le voyage fut organisé. Mais le pacte n'était qu'à moitié accompli. Le vrai prix devait venir après. On le convoqua dans une salle sombre, et on lui dit « Pour que ta fille vive, tu dois offrir la personne que tu aimes le plus. » Son cœur s'arrêta. Car ce n'était pas une énigme. C'était un piège. Et la réponse, tout le monde la connaissait, Luna. Il refusa. Il hurla même, du moins, il crut hurler. Et c'est pour ce refus, ce courage ou cette faiblesse, selon l'œil qui juge, qu'on l'a condamné à une éternité de silence. Avant de devenir cet homme au regard vide, Malonga avait un rire qui remplissait toute la cour de la parcelle. Il ne le sait pas encore, mais ses éclats de joie sont déjà des souvenirs en sursis. À cette époque, il vivait avec sa femme dans une petite maison de Brazzaville, une maison modeste, mais pleine de bruit, de parfums de nourriture et de rêves murmurés le soir. Quand il passait le portail et que sa femme apparaissait sur le pas de la porte, il avait l'impression que le monde entier se calmait. Il ignorait totalement qu'un jour, il rentrerait dans ce même portail avec des mains vides et un cœur brisé. Le jour où il a vraiment compris qu'il n'était plus seul dans ce monde, c'est lorsque sa femme lui a mis entre les bras un petit corps chaud enveloppé dans un pagne coloré. Luna. Ce prénom avait été choisi longtemps avant sa naissance, comme une promesse de lumière. La nuit où elle est venue au monde, l'électricité avait sauté, et la pièce n'était éclairée que par une bougie tremblante. Malonga, assis au bord du lit, transpirait de peur et de joie. Quand le premier cri de Luna a brisé le silence, il a senti quelque chose se réveiller en lui, une force nouvelle, une responsabilité immense dont il ne mesurait pas encore le poids. Dans les jours qui ont suivi, Malonga s'est transformé sans même s'en rendre compte. Lui qui avait toujours eu peur de l'avenir, il se surprenait maintenant à faire des plans. Il se levait tôt, se couchait tard, guettant chaque respiration de sa fille, chaque mouvement de sa poitrine. Sa femme se moquait de lui en disant qu'il était plus inquiet qu'une mère. Mais lui, au fond, savait pourquoi. Il avait grandi avec le manque, les promesses non tenues, les abandons silencieux. Il s'était juré que son enfant ne connaîtrait jamais ce vide-là. Dans ses pensées, une phrase revenait souvent. « Tant que je respire, elle ne manquera de rien. » Alors il a commencé à se battre. Il acceptait des petits travaux partout où il pouvait en trouver, réparait des choses pour les voisins, portait des sacs au marché, gardait parfois des boutiques. Chaque pièce économisée était un petit mur qu'il construisait autour de sa famille pour les mettre à l'abri du monde. Le soir, il rentrait épuisé, mais la vue de Luna endormie sur la poitrine de sa mère faisait disparaître la fatigue. Avec sa femme, il parlait d'école, d'avenir, de villes qu'ils ne verraient peut-être jamais, mais qu'ils offraient en rêve à leur fille. Malonga croyait encore que la volonté suffisait à tenir le mal à distance. Pourtant, certains soirs, un malaise étrange traversait son cœur. Quand il allumait la radio, il entendait parler de troubles, de maladies lointaines, de choses qui se répandaient de pays en pays. Il baissait le volume, changeait de station, comme pour chasser une mouche insistante. Sa femme lui disait de ne pas s'inquiéter, que ces choses restaient toujours loin d'eux. Il hochait la tête, mais une sensation froide restait coincée dans sa poitrine. Sans le savoir, il regardait ces derniers jours de paix défiler. Bientôt, ce qui semblait lointain allait traverser les frontières, s'inviter dans leur maison, et déchirer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La maladie n'est pas entrée chez eux en frappant à la porte. Elle est entrée comme un souffle,
comme une ombre qui glisse entre les murs sans bruit. Au début, ce n'était que des rumeurs à la radio, des chiffres lointains, des noms de pays étrangers. Puis, un matin, la femme de Malonga s'est réveillée en toussant, une toux sèche, violente, qui ne ressemblait pas à un simple refroidissement. Il a posé sa main sur son front, senti la chaleur brûlante. Ce jour-là, sans le savoir, il tenait entre ses doigts la première fissure de la vie qu'il avait construite. En quelques jours, son état s'est détérioré. La femme qui riait encore la semaine d'avant ne pouvait plus se lever du lit. Les hôpitaux débordaient, les médecins parlaient vite, évitaient les yeux, annonçaient les choses comme s'ils lisaient des phrases écrites trop loin d'eux. Malonga n'a jamais oublié la phrase qui a glacé son cœur, « Nous ferons ce que nous pouvons, mais préparez-vous à tout ». Il a senti son monde basculer, comme si une main avait soudain tiré le tapis sous ses pieds. Il regardait sa femme respirer difficilement, et chaque souffle lui donnait l'impression de disparaître un peu plus. Les nuits qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Il restait assis au chevet, tenant la main de celle qui, quelques années plus tôt, avait illuminé son existence. Il parlait, murmurait, promettait des mots que lui-même ne croyait plus. Luna, trop petite pour comprendre, tirait parfois sur sa chemise pour lui demander pourquoi maman ne se levait plus. À chaque question, son cœur saignait un peu plus. La culpabilité commença à ronger son esprit. Aurait-il pu agir plus vite? Trouver un meilleur traitement? Prévenir l'inévitable? Le poids de l'impuissance devint un trou noir qui dévorait chaque parcelle de lui. Le dernier soir, il sentit que le temps leur échappait. Sa femme l'a regardé avec une douceur étrange, une paix qui ne lui appartenait pas. Elle lui a demandé de prendre soin de Luna, de rester fort, de ne jamais laisser leur fille affronter seule les ombres du monde. Malonga a hoché la tête, incapable de prononcer autre chose que « je te promets ». Quelques heures plus tard, dans le silence d'une nuit étouffante, elle a quitté ce monde. Quand son souffle s'est arrêté, quelque chose en lui s'est effondré définitivement. Il a senti la pièce tourner, son cœur se déchirer, sa réalité se fissurer jusqu'à l'os. Ce soir-là, il a pris Luna dans ses bras, et devant le corps encore chaud de sa mère, il lui a murmuré une promesse qu'il regretterait des années plus tard. « Je te protégerai, quoi qu'il m'en coûte. » Il ne savait pas encore que ces mots deviendraient une malédiction. Une promesse qui l'entraînerait dans des lieux où aucun père ne devrait jamais mettre les pieds. Une promesse qui, un jour, le conduirait à un pacte interdit, et au silence éternel qui l'attendait dans l'ombre. Après la mort de sa femme, la maison devint trop grande pour Malonga. Chaque pièce semblait résonner d'un manque. Pourtant, il n'avait pas le droit de s'effondrer. Luna n'avait que 4 ans, et ses petits yeux cherchaient constamment le visage de son père, comme pour vérifier qu'il ne disparaîtrait pas lui aussi. Malonga apprit très vite qu'un homme peut pleurer sans larmes. Chaque matin, il se levait avant le soleil, posait une main sur la tête de sa fille endormie, et murmurait des mots qu'il espérait protecteurs. Mais la vérité, c'est qu'il se battait contre quelque chose qui le dépassait, la peur de ne pas être assez. La vie devint une succession de petits boulots. Il portait des marchandises au marché, réparait des serrures, gardait des échoppes, livrait des sacs de riz d'un quartier à l'autre. Certains jours, il gagnait à peine de quoi nourrir Luna. Pourtant, il ne se plaignait jamais. La seule chose qui comptait, c'était le sourire de sa fille lorsqu'elle courait vers lui à son retour, l'odeur de son petit corps, la chaleur de ses mains. Il avait appris à faire avec peu, mais ce qui le surprenait le plus, c'était la capacité de Luna à transformer chaque instant en lumière. Elle semblait porter en elle l'âme de sa mère. Mais derrière cette apparente solidité, Malonga vivait dans la crainte constante de l'avenir. Il avait peur des imprévus, des maladies, des accidents, de tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Parfois, en regardant Luna jouer seule dans la cour, il sentait une boule se former dans sa gorge. Et si un jour, il n'arrivait plus à la protéger? Et si sa promesse se retournait contre lui? Ses pensées l'obsédaient, au point qu'il en perdait le sommeil. Pourtant, il les chassait toujours. Il ne pouvait pas se permettre de montrer sa fragilité. Pour Luna, il devait paraître solide comme un mur. Les premières alertes arrivèrent discrètement. Luna se fatiguait plus vite. Elle tombait malade pour un rien. Ses mains devenaient froides même sous le soleil brûlant. Un soir, elle s'évanouit dans ses bras en plein marché. Ce fut le choc. Malonga l'emporta en courant jusqu'au centre médical le plus proche, le cœur au bord de l'explosion. Les médecins firent des examens rapides, trop rapides, puis parlèrent d'anomalies, de choses à vérifier plus en profondeur. « Revenez demain », lui dirent-ils. Ce soir-là, en portant sa fille endormie jusqu'à la maison, Malonga sentit une peur ancienne renaître, une peur qu'il croyait enterrée avec sa femme. La nuit fut longue. Luna respirait difficilement. Chaque souffle semblait lui demander un effort immense. Malonga resta assis à son chevet, les yeux ouverts dans l'obscurité.
Il avait l'impression de revivre une tragédie qu'il avait déjà connue. Au petit matin, il comprit que ce n'était plus seulement une inquiétude. Quelque chose était en train de s'installer dans leur vie, quelque chose de grave. Et ce quelque chose allait bientôt l'entraîner vers des chemins qu'il n'aurait jamais imaginés, des chemins où l'amour d'un père serait mis à l'épreuve jusqu'à l'impossible. Le lendemain matin, Malonga se rendit à l'hôpital avec Luna dans les bras, le cœur tremblant comme un tambour mal accordé. La salle d'attente était froide, saturée d'odeurs de désinfectants, de murmures, de respirations inquiètes. Quand les médecins appelèrent son nom, il sentit ses jambes se dérober, comme si son corps savait déjà ce que son esprit refusait d'entendre. On fit passer à Luna plusieurs examens, des machines qu'il ne comprenait pas, des mots techniques qui le traversaient sans s'accrocher. Pourtant, il voyait bien dans les regards des infirmières cette ombre qu'il connaissait, celle qu'il avait vue la dernière fois qu'il avait accompagné sa femme. Lorsqu'on l'invita enfin dans un bureau fermé, le médecin se racla la gorge avant de parler. C'était un homme calme, mais son calme sonnait trop lourd. Il posa des feuilles sur la table, montra des résultats, traça des lignes. Puis il prononça la phrase qui fit trembler l'air, « Votre fille est gravement atteinte. Son état nécessite un traitement que nous ne pouvons pas offrir ici. » Malonga sentit une chaleur monter dans son visage. Le médecin continua, « Il existe un programme spécialisé aux États-Unis, une équipe capable de lui donner une chance réelle de guérison. » Le mot « chance » fut comme un coup de couteau. Une chance, mais à quel prix? Malonga resta silencieux, les mains moites. Il avait l'impression que le sol se dérobait sous lui, comme si on l'avait poussé dans un puits sans fond. Il revoyait sa femme sur son lit d'hôpital, le souffle court, et un froid l'envahit. Était-il destiné à perdre encore? Le médecin, voyant son silence, posa doucement une main sur son épaule, « Je préfère être honnête. Le coût total du voyage et des premiers soins s'élève à environ 3 millions. 3 millions. Ce chiffre résonna dans son crâne comme une cloche de métal. Il n'avait jamais vu une telle somme, même en rêve. Ce n'était pas une barrière, c'était un mur infranchissable. À sa sortie du bureau, Malonga marcha longtemps dans la cour de l'hôpital, Luna endormie contre sa poitrine. Chaque pas pesait comme un sac de pierre. 3 millions. Comment? Où? Qui pourrait même l'écouter? Il pensa aux voisins, aux amis, à la famille éloignée. Personne ne possédait cette fortune. Même en travaillant jour et nuit pendant des années, il n'atteindrait jamais ce chiffre. Pourtant, il ne renonça pas. Il entreprit de frapper aux portes, d'appeler, de supplier. Il vendit ce qu'il avait, puis ce qu'il n'avait pas encore. Rien n'y fit. La somme restait immobile, gigantesque, impossible. Le soir, en regardant Luna dormir, un sentiment terrible s'empara de lui, la peur de la perdre à son tour. Cette peur le serrait si fort que son souffle devenait court. C'est dans cet état de fragilité qu'un ancien visage de son passé viendrait bientôt le retrouver. Un homme qui lui murmurerait qu'il existe une autre voie. Un chemin interdit, mais efficace. Un chemin où l'espoir a un prix, et où le prix est toujours bien plus lourd qu'on ne l'imagine. Malonga ignorait encore que sa descente venait seulement de commencer. Il y a des moments dans la vie où un homme sent qu'il n'a plus de terre sous les pieds. Pour Malonga, ce moment s'étira sur des semaines entières. Dès le lendemain de l'annonce des médecins, il partit dans la ville comme un soldat sans armes, prêt à se battre avec les mots, les regards, les suppliques. Brazzaville semblait immense, hostile, remplie de rues qui menaient toutes à des refus. Dès le matin, il marchait, de maison en maison, de commerce en commerce, son enfant malade dans les pensées et la peur accrochée à son ventre. Et partout où il passait, l'espoir s'effritait un peu plus. Certains refus le blessaient comme des coups. Des amis qu'il croyait proches baissaient les yeux en disant qu'ils ne pouvaient rien faire. Des voisins détournaient la conversation. Certains riaient nerveusement, comme pour cacher leur gêne. D'autres, plus cruels, lui disaient qu'il devrait accepter ce que Dieu décide. À chaque porte fermée, Malonga sentait une nouvelle fracture se créer dans son cœur. Le pire fut un jour où il alla voir un cousin éloigné, réputé pour avoir de l'argent. Le cousin l'écouta à peine avant de répondre. 3 millions? Et moi je suis une banque. Malonga repartit sans un mot, mais avec une humiliation brûlante qui le rongea pendant des jours. La fatigue devint son ombre. Ses nuits étaient courtes, hanté par l'idée de perdre Luna comme il avait perdu sa femme. Il revoyait leurs derniers moments, les promesses faites au chevet, et un poids énorme venait écraser sa poitrine. Il ne mangeait presque plus, dépensant chaque souffle, chaque énergie pour trouver une solution. La peur devint une présence réelle, un souffle froid dans sa nuque. Parfois, il pensait entendre la voix de sa femme lui demander pourquoi il n'arrivait pas à protéger leur fille. Ses pensées le détruisaient. Il commençait à perdre la notion du temps. Les jours se ressemblaient tous,
Marche, refus, déception, silence. Pendant que Malonga s'effondrait intérieurement, l'état de Luna se dégradait. Elle toussait plus fort, dormait plus longtemps, et sa peau devenait pâle comme si la lumière quittait son corps. Un soir, en la portant vers son lit, il sentit à quel point elle était devenue légère, trop légère. Ce fut un choc brutal. Il décida alors d'aller encore plus loin. Il vendit son lit, son téléphone, même le pagne que sa femme avait laissé avant de mourir. Rien ne suffisait. Un matin, alors qu'il sortait d'une boutique qu'on venait encore de lui refuser, il s'accrocha à un poteau électrique pour ne pas tomber. Son corps lâchait. Son esprit aussi. C'est dans cet état de ruine intérieure qu'un homme qu'il n'avait pas vu depuis longtemps apparut sur son chemin. Un ancien camarade de quartier, quelqu'un qu'il n'aurait jamais pensé revoir. L'homme le regarda longuement, comme s'il connaissait déjà son histoire. Puis, sans préambule, il lui dit « Je sais comment t'aider ». Cette phrase, simple en apparence, allait devenir la première pierre d'un chemin interdit. Un chemin où chaque pas coûterait un morceau de son âme. Et Malonga n'était pas encore prêt à comprendre ce qui l'attendait. Lorsque l'ancien camarade posa sa main sur l'épaule de Malonga, celui-ci sentit une vague de méfiance traverser son corps. Il n'était plus habitué aux gestes de compassion. L'homme le fixa avec un calme étrange, un calme qui semblait presque déplacé dans la tourmente que vivait Malonga. « Tu vas tomber si tu continues comme ça », murmura-t-il. Cette phrase réveilla quelque chose en Malonga, comme si quelqu'un venait de toucher la corde la plus sensible de son cœur. Il n'avait pas l'énergie pour répondre, mais ses yeux parlaient assez, il était au bout de lui-même. L'homme l'entraîna à l'écart, vers un coin du marché presque désert. Il parla bas, comme quelqu'un qui porte un secret trop lourd. « J'ai entendu ce qui arrive à ta fille, et je sais que personne ne peut te donner l'argent que tu cherches. » Malonga sentit son ventre se serrer. Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'homme ajouta « Il existe un groupe, une confrérie. Ils peuvent t'aider. » Le mot confrérie résonna dans l'air comme une incantation. L'homme expliqua que ces gens n'étaient ni magiciens, ni guérisseurs traditionnels, mais une organisation discrète, puissante, qui offrait ce que personne d'autre ne pouvait offrir. Ils donnent, en échange de quelque chose. Malonga sentit la peur lui traverser l'échine. Sa première réaction fut de secouer la tête. Il ne voulait pas entendre ce genre de choses. Il avait grandi en entendant des histoires sur des pactes dangereux, des rituels dont on ne revient jamais entier. Mais à mesure que l'homme parlait, une autre sensation s'insinua en lui, l'espoir. Un espoir sombre, amer, mais un espoir tout de même. Ils peuvent t'offrir ce que tu n'auras jamais autrement, insistait l'homme. Malonga se sentait déchiré. Une partie de lui voulait fuir. L'autre voulait s'accrocher à cette minuscule chance. Il pensa à Luna, à son souffle faible, à son sourire effacé. Son cœur devint lourd comme une pierre. L'homme lui proposa un rendez-vous. « Ce soir, si tu veux comprendre, viens. Tu n'as rien à perdre. » Cette phrase résonna plus fort que tout le reste. Rien à perdre. Était-ce vrai? Malonga avait presque tout perdu déjà. Sa femme, ses forces, sa dignité, et bientôt, peut-être sa fille. Alors, malgré la peur qui lui serrait la gorge, il se surprit à demander « Où ?» Son camarade esquissa un sourire mystérieux et donna la direction d'un vieux bâtiment abandonné, loin des regards. Malonga hocha la tête sans vraiment savoir s'il venait d'accepter ou s'il venait de sceller son destin. Ce soir-là, en rentrant auprès de Luna, Malonga sentit une tempête se préparer dans son ventre. Il la regarda dormir, si fragile, si petite, et il comprit qu'il irait à ce rendez-vous. Pas par choix, pas par courage, mais parce que la peur de la perdre était encore plus grande que la peur de ce qui l'attendait là-bas. Il ne savait pas encore qu'en poussant la porte de ce lieu, il entrerait dans un monde où chaque réponse serait un piège, et chaque promesse, une dette impossible à rembourser. La nuit était lourde lorsque Malonga arriva devant le vieux bâtiment indiqué par son camarade. Il n'avait jamais vu ce lieu auparavant, pourtant quelque chose en lui murmurait qu'il n'aurait jamais dû s'en approcher. Le portail grinçait comme un avertissement, et les murs sombres semblaient retenir des secrets trop anciens pour être prononcés. En posant la main sur la porte, il sentit une sueur froide glisser le long de son dos. Une voix intérieure, faible mais insistante, lui disait de fuir. Mais une autre, plus profonde, répétait le nom de Luna. Alors il poussa la porte. À l'intérieur, l'air était épais, presque difficile à respirer. Des bougies éclairaient une grande pièce circulaire où plusieurs silhouettes vêtues de pagnes sombres se tenaient immobiles. Aucun ne parlait. Ils semblaient attendre. L'ami de Malonga s'avança et lui fit signe d'entrer plus loin. Au centre de la pièce, un symbole tracé à même le sol captait toute la lumière. Une forme qu'il ne comprenait pas, mais qui dégageait une puissance inquiétante. L'un des hommes s'avança,
le visage partiellement couvert. « Tu es venu pour ta fille, dit-il calmement. Cette phrase claqua dans la pièce comme un verdict. Malonga sentit son cœur accélérer. Il aurait voulu reculer, dire qu'il avait changé d'avis. Mais ses jambes refusaient de bouger. Tout en lui était partagé entre la panique et le besoin désespéré de sauver Luna. Les hommes autour de lui ne semblaient pas menaçants, mais il y avait dans leur regard une profondeur qui le déstabilisait. Comme s'ils voyaient plus loin que la surface, plus loin que les mots. « Ici, nous n'ouvrons pas les portes pour ceux qui hésitent », ajouta une voix grave. Malonga sentit son souffle se bloquer. Était-il déjà prisonnier de sa décision? Ou était-il encore temps de faire marche arrière? Il n'en savait rien. L'homme masqué s'approcha et déposa devant lui un bol rempli d'un liquide sombre. « Ce n'est pas un serment, mais une entrée, » dit-il. Un premier pas. Malonga ne comprit pas, mais la voix de son ami derrière lui murmura « Tu dois accepter si tu veux qu'on t'aide. » Les mots résonnèrent dans sa tête. Il pensa au lit d'hôpital, aux yeux fatigués de sa fille, aux médecins impuissants. Alors, d'une main tremblante, il prit le bol et le porta à ses lèvres. Le liquide était amer, presque brûlant. Une chaleur étrange se répandit dans sa poitrine, comme si quelque chose venait d'être déposé en lui, quelque chose qui ne lui appartenait pas. Lorsque Malonga releva la tête, les silhouettes formaient un cercle autour de lui. Leurs voix s'élevèrent dans un chant profond qui semblait vibrer jusque dans les murs. Il sentit une énergie circuler, un souffle invisible glisser contre sa peau. Il comprit alors que ce qu'il vivait n'était pas un simple rituel, c'était un pacte qui commençait à se tisser autour de lui. Et même s'il n'en connaissait pas encore les règles, il devinait déjà qu'il ne pourrait plus jamais quitter ce lieu en homme libre. La porte venait de se refermer derrière lui, symboliquement et réellement. Lorsque le chant s'éteignit, la pièce sembla se contracter autour de Malonga. Le silence qui suivit était si dense qu'il en devint presque douloureux. Il sentait les regards peser sur lui, comme si chaque homme présent voulait sonder la profondeur de son âme. L'un d'eux, celui qui semblait être le guide, fit un pas en avant. « Maintenant que tu as franchi le seuil, il est temps de comprendre pourquoi tu es ici. » Sa voix était calme, mais portait une autorité qui ne laissait aucune place au doute. Malonga sentit une vague de chaleur remonter le long de sa nuque. Le guide fit un signe, et un autre membre de la confrérie apporta une petite mallette sombre. Lorsqu'elle fut ouverte, la lumière des bougies illumina des liasses impeccables, empilées avec une précision presque cérémonielle. « Voici ce que tu cherches, » dit le guide. « L'argent pour sauver ton enfant. L'argent pour qu'elle parte recevoir le traitement dont elle a besoin. 3 millions. » Le cœur de Malonga s'arrêta presque. 3 millions, juste là, devant lui. Une somme qui semblait irréelle, presque sacrée. Le guide poursuivit, « Nous ne demandons pas de remboursement. Ce que nous exigeons est ailleurs. » L'esprit de Malonga vacilla. La tentation était si forte qu'elle lui donna le vertige. Mais derrière cette tentation brûlait la peur, une peur profonde et instinctive. « Que dois-je faire » voulut-il demander, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le guide sembla lire sa question avant même qu'elle ne soit formulée. « Pour l'instant, rien. Ton cœur est déjà en train de choisir. Sache seulement ceci, rien ne vient sans prix. Notre aide t'ouvre un chemin, mais ce chemin n'est pas sans ombre. » Les murmures des autres membres remplirent la pièce, comme des avertissements voilés. Malonga sentit son souffle devenir lourd. Puis le guide posa sa main sur la mallette. « Si tu acceptes cette aide, tu t'engages à revenir lorsque nous t'appellerons. Une seule fois. À ce moment-là, tu accompliras ce que nous te demanderons. » Malonga sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il voulait demander de quoi il s'agissait, mais une terreur sourde l'en empêcha. L'image de Luna, fragile, en train de perdre ses forces, envahit son esprit. Il pensa à sa promesse, à ses nuits sans sommeil, à ses larmes invisibles. Alors, dans un souffle tremblant, sans mesurer les conséquences, il acquiesça. Un simple hochement de tête, qui changea tout. Au même instant, les hommes autour de lui murmurèrent une phrase dont il ne comprit pas le sens, mais qui fit vibrer l'air comme une incantation. Le guide referma la mallette et la poussa vers lui. « À partir de maintenant, ton destin n'est plus entièrement le tien. Prends ce qui t'est offert. Sauve ton enfant. Mais sache que lorsque nous reviendrons pour toi, tu ne pourras pas fuir. » Ces mots s'accrochèrent à sa peau comme un froid permanent. Malonga prit la mallette. Sans le savoir, il venait de signer un pacte qui le conduirait jusqu'à la perte de sa voix, et jusqu'au plus cruel choix qu'un père puisse affronter. Le lendemain matin, quand Malonga ouvrit la mallette dans l'intimité de sa petite maison, il sentit ses mains trembler comme jamais auparavant. L'argent était là. Réel. Dense. Empilé devant lui,
la somme semblait presque scintiller sous la lumière du soleil qui traversait la fenêtre. Pendant un long moment, il resta immobile, incapable de respirer correctement. Il avait passé des semaines à courir, supplier, s'humilier, et en un instant, tout était là. L'espoir qu'il croyait mort revenait frapper violemment à sa poitrine. Mais derrière cette euphorie, un frisson glacé lui rappelait d'où venait cette fortune. Dès le même jour, il se rendit à l'hôpital pour parler du voyage. Les médecins furent surpris, presque choqués, mais heureux pour Luna. Les démarches furent lancées immédiatement. Passeport, documents médicaux, rendez-vous dans la clinique américaine. Tout avançait plus vite que Malonga ne l'aurait jamais imaginé. Quand il annonça à Luna qu'elle allait se faire soigner dans un autre pays, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur qu'il n'avait pas vue depuis des mois. « Papa, je vais guérir ?» demanda-t-elle avec une innocence poignante. Il hocha la tête, incapable de contenir les larmes. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit d'y croire. Pourtant, au fond de lui, quelque chose sonnait faux. La nuit, il repensait au chant, aux symboles tracés au sol, à la phrase du guide. « Tu reviendras lorsque nous t'appellerons. » Il se réveillait en sueur, le cœur frappant comme un tambour de guerre. Mais chaque fois qu'il posait les yeux sur Luna, trop faible pour marcher longtemps, il se disait que tout cela en valait la peine. Il tentait de se convaincre qu'il aurait le temps de comprendre, le temps d'affronter ce qui l'attendait. En vérité, il avait déjà peur du moment où la confrérie frapperait à sa porte. Les jours suivants furent remplis de préparatifs. Les voisins venaient féliciter Malonga, persuadés qu'il avait reçu un miracle, une aide providentielle. Il se contentait d'un sourire silencieux, incapable d'expliquer, incapable même de prononcer le mot « chance », sans sentir un poids sur sa langue. Il réserva les billets, acheta de nouveaux vêtements pour Luna, fit même réparer sa petite valise. Chaque geste ressemblait à une victoire personnelle, une revanche sur la douleur. Dans le cœur de Malonga, l'amour pour sa fille brûlait si fort qu'il étouffait momentanément sa peur. Mais l'avant-veille du départ, alors que la maison était silencieuse et que Luna dormait paisiblement, quelqu'un frappa à la porte. Un coup unique. Lent. Profond. Comme si la nuit elle-même venait réclamer quelque chose. Le sang de Malonga se glaça. Il savait. Sans qu'on le lui dise, sans qu'on lui explique, il sut que ce moment-là était arrivé. La confrérie venait rappeler le pacte. Et s'il avait cru avoir un peu de paix, il venait de comprendre que la lumière n'était qu'une parenthèse avant la chute. Le coup sur la porte résonnait, encore lorsque Malonga sentit son souffle se figer. La maison, d'ordinaire pleine du faible murmure de Luna endormie, semblait soudain silencieuse comme une tombe. Il s'approcha lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. En ouvrant la porte, il reconnut immédiatement l'homme masqué qui avait conduit le rituel. Le destin de Malonga et de sa fille est désormais scellé. Pourquoi l'homme masqué est-il apparu à cet instant précis? Derrière lui, deux silhouettes immobiles. Leurs yeux brillaient comme s'ils voyaient au travers des murs. « Il est temps », dit simplement le guide, et ces trois mots suffirent à glacer le sang de Malonga. Ils entrèrent sans un bruit, se tenant debout dans son salon, comme s'il n'avait jamais vraiment quitté sa vie. Le guide posa un regard long sur la valise de Luna, déjà prête, puis se tourna vers Malonga. « Tu as reçu ce que tu voulais » murmura-t-il. « Maintenant, nous venons réclamer ce que nous avons exigé. » Malonga sentit un vertige le frapper. Il recula d'un pas, les mains tremblantes. « Que voulez-vous » voulut-il dire, mais sa voix ne sortit qu'en murmure étranglé. Le guide ne cligna même pas des yeux. « La personne que tu aimes le plus au monde. » Le cœur de Malonga explosa dans sa poitrine. Il crut s'effondrer. Ses jambes devinrent molles, sa gorge se serra. Il secoua la tête, d'abord doucement, puis plus violemment. « Non, non, non » répétait-il, même si sa voix se brisait. Les silhouettes ne bougeaient pas, patientes, comme des ombres immortelles. « L'univers ne donne rien sans reprendre, » dit le guide. « Nous t'avons ouvert une porte. Tu dois en fermer une autre. » Les mots résonnaient comme des coups. Malonga sentit les larmes monter, brûlantes, incontrôlables. Il pensa à Luna, à son sourire fragile, à sa main qui serrait la sienne lorsqu'elle avait peur. Sacrifier Luna? Sacrifier sa vie entière? C'était inhumain. Impossible. Il tomba à genoux. « Je vous en supplie. Prenez autre chose. N'importe quoi. Pas elle. Pas ma fille. » Sa voix se brisait dans le silence de la pièce. Les hommes se regardèrent brièvement, comme habitués à ce genre de supplication. Le guide s'accroupit lentement, son visage masqué proche du sien. « Nous ne choisissons pas la personne. Le pacte choisit ce qui t'est le plus précieux. Tu savais qu'un prix viendrait. Tu l'as accepté. Maintenant, tu dois payer. »
Malonga secoua la tête de toutes ses forces. Il se leva, recula, chercha instinctivement à protéger la porte de la chambre où dormait Luna. « Non. Je ne le ferai pas. Jamais. » cria-t-il. Le guide se redressa lentement, un calme glaçant dans chacun de ses gestes. « Alors tu refuses. » Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Une constatation lourde de conséquences. Les deux silhouettes derrière lui avancèrent d'un pas. Le guide posa sa main sur la poitrine de Malonga et murmura. « Tout refus a un prix. Et tu vas payer le tien. Pas maintenant. Pas dans la violence. Mais dans la profondeur de ton être. Nous reviendrons. Et lorsque nous le ferons, quelque chose en toi se brisera pour toujours. » Puis ils quittèrent la maison comme ils étaient entrés, sans un bruit. Malonga, tremblant, glissa au sol, incapable de respirer, sans savoir que la sanction approchait déjà, et qu'elle lui volerait plus que la paix. Elle lui volerait sa voix. La maison resta silencieuse après le départ de la confrérie, mais ce silence n'était plus celui de la nuit. C'était un silence dense, presque vivant, qui semblait s'accrocher au mur et à la peau de Malonga. Il resta longtemps assis au sol, incapable de se relever, le souffle court, le cœur battant trop vite. Chaque seconde qui passait donnait l'impression que quelque chose avait été déplacé dans son monde, comme si une porte invisible venait de se refermer. Lorsqu'il tenta enfin d'appeler Luna par son nom, sa voix se brisa. Un simple mot, mais il sortit plus faible que d'habitude, presque étouffé. Au petit matin, il remarqua que sa gorge le brûlait, comme si un feu discret y avait été allumé pendant la nuit. Il tenta de parler à nouveau. Le son sortit, mais rauque, tremblant, étranglé. Il toussa, essaya encore. Rien ne changea. Une inquiétude sourde s'installa dans son ventre. Était-ce la fatigue? Le stress? Ou autre chose? Les paroles du guide revinrent frapper son esprit, tout refus a un prix. Malonga secoua la tête. Non. Non, ce n'était pas possible. Il se força à parler plus fort. Sa voix monta un instant, puis s'éteignit comme une flamme soufflée par le vent. La panique le gagna. Il prit un verre d'eau, tenta de se calmer, respira profondément. Pourtant, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, sa voix semblait glisser un peu plus loin de lui, comme un oiseau blessé. Il posa la main sur sa gorge, sentant une lourdeur étrange s'y installer. La peur le traversa de part en part. Il repensa à la demande, au sacrifice refusé, à la manière dont le guide l'avait regardé, comme quelqu'un qui connaissait déjà son destin. Perdre Luna était impossible. Mais perdre sa voix? Était-ce cela, la punition? Il n'osait pas y croire, mais une terreur glacée commençait à s'enraciner en lui. Malonga décida de cacher son état à Luna. Elle devait penser à son voyage, pas à sa douleur. Elle préparait ses affaires avec une joie épuisée, demandant souvent « Papa, tu es triste ?» Il secouait la tête, souriait faiblement, essayait de parler, mais chaque réponse était plus faible que la précédente. Au marché, les vendeuses lui demandèrent pourquoi sa voix sonnait si bizarre. Il tenta de rire, mais aucun son n'en sortit correctement. Sa gorge vibrait, mais le monde n'entendait presque plus rien. Alors il évita de parler. Il écrivit des mots sur des papiers, fit des gestes. Il pria intérieurement pour que ce soit temporaire. Mais la nuit suivante, le silence s'intensifia. Quand il tenta de dire « Luna », aucun son ne sortit. Rien. Pas même un souffle audible. Sa voix avait disparu. Complètement. Il porta les mains à sa gorge, paniqué, comme si le son pouvait revenir par la force de sa volonté. Rien. Ce n'était pas un rêve. C'était le début de la sanction. Et il le comprit avec une horreur totale. La confrérie n'avait même pas encore fini. La vraie perte approchait. La perte définitive. La perte irréversible. Le matin où Malonga ouvrit les yeux, il sut que sa voix était morte. Pas affaiblie. Pas fatiguée. Morte. Il tenta de prononcer un simple mot, un murmure, un souffle. Rien. Le vide absolu. C'était comme si quelqu'un avait arraché la racine même de sa parole. La panique le submergea. Il se leva brusquement, se heurta au mur, chercha un miroir. Sa bouche bougeait, sa gorge vibrait, mais le monde n'entendait rien. Il était devenu un homme dont la voix n'existait que dans sa propre tête. Il essaya encore. 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 Sa gorge brûlait, mais pas un son ne traversait l'air. Il frappa le mur de toutes ses forces, les larmes dévalant ses joues. La voix était l'instrument le plus simple, le plus humain, celui qu'on oublie de chérir tant qu'il répond. Et maintenant, elle lui avait été arrachée, comme un avertissement, comme une cicatrice éternelle. Les paroles du guide résonnaient dans son esprit, tout refus a un prix.
C'était donc cela. La sanction. La punition pour avoir protégé son enfant. Il avait refusé de donner la vie de Luna, alors on lui avait volé sa voix. La douleur n'était pas seulement physique. Elle était profonde, existentielle. Comment expliquer à Luna? Comment lui parler? Comment la rassurer avant son voyage? Malonga pensa à toutes les phrases qu'il n'avait jamais dites, toutes celles qu'il aurait voulu offrir à sa fille. Je suis fier de toi, tu es forte, je ne te laisserai jamais tomber. Toutes ces phrases étaient maintenant des fantômes enfermés dans sa poitrine. Il tenta d'écrire, de montrer, mais rien ne remplaçait la chaleur d'une voix. Une honte immense l'envahit. Il se sentait diminué, amputé d'une partie de lui-même. Pourtant, il devait avancer. Le départ approchait. Il aida Luna à se préparer, évitant son regard chaque fois qu'elle lui posait une question. « Papa, pourquoi tu ne parles plus ?» demandait-elle, inquiète. Il secouait la tête, lui caressait doucement la joue, mais aucun son ne venait. Il consulta un médecin, espérant une explication rationnelle, fatigue extrême, choc émotionnel, problème respiratoire, mais toutes les analyses revenaient normales. « Votre voix devrait revenir, » disait le médecin. Mais Malonga savait que non. Aucun médecin ne pouvait diagnostiquer un pacte brisé. La veille du départ, Luna s'endormit sur ses genoux, la tête posée contre son torse. Il voulut lui chanter la berceuse que sa mère lui chantait autrefois. Sa bouche bougea. Le son ne vint pas. C'est là, dans ce silence coupant, qu'il sentit toute l'ampleur de sa perte. Il pouvait sauver sa fille, oui. Mais il ne pourrait plus jamais lui dire un seul mot. Pas même au revoir. La nuit tomba, lourde et suffocante, et Malonga comprit que le voyage qui les attendait ne serait pas seulement un voyage de guérison, mais un voyage dans lequel il devrait affronter son propre effacement. Le lendemain, un autre choc l'attendait, la confrérie n'avait pas fini avec lui. Le matin du départ, Brazzaville semblait respirer différemment. L'air était lourd, chargé d'un pressentiment que Malonga ne savait pas nommer. Il prit la main de Luna, plus fragile que jamais, et ensemble ils quittèrent la maison. Sa gorge était un désert silencieux. Chaque fois qu'il voulait dire « Prends soin de toi, n'aie pas peur, je suis là », rien ne venait. Le silence était devenu son ombre. Luna levait souvent les yeux vers lui, cherchant une explication, mais il ne pouvait lui offrir que des gestes maladroits et un sourire brisé. À l'aéroport, tout semblait normal en apparence. Les annonces, les valises, les familles qui se regroupaient. Mais pour Malonga, chaque visage semblait l'observer. Son silence le rendait vulnérable, presque transparent. Il montra les documents au guichet, écrivit quelques mots pour expliquer sa situation, et la femme derrière le comptoir lui répondit avec une douceur inattendue. « Vous êtes courageux », lui dit-elle. Il aurait voulu répondre quelque chose, mais seul un souffle muet sortit de sa gorge. Elle ne comprenait pas. Personne ne pouvait comprendre. Pendant que Luna s'asseyait pour attendre l'embarquement, Malonga sentit de nouveau ce froid familier remonter le long de son dos. Il se retourna lentement. Deux silhouettes, immobiles dans la foule. Elles ne portaient pas de masque cette fois, ni de pagne noir. Mais leurs yeux étaient les mêmes. Profonds, insondables, et directs. Un frisson traversa tout son corps. Ils ne souriaient pas. Ils ne bougeaient pas. Ils étaient simplement là. Comme pour lui rappeler qu'ils ne leur appartenaient plus entièrement. Le cœur de Malonga se mit à battre si fort qu'il crut s'effondrer. Il détourna le regard, prit Luna dans ses bras, l'étreignant avec une force presque désespérée. Il voulait fuir, aller dans un endroit où il n'aurait aucune prise sur lui. Mais il savait. Même à des milliers de kilomètres, le pacte le suivrait comme une ombre accrochée à sa peau. Lorsque l'embarquement fut annoncé, Malonga prit la main de sa fille et s'avança vers la porte. Mais les silhouettes bougèrent. Lentement. Comme un avertissement. L'une d'elles passa près de lui, suffisamment près pour que ses lèvres murmurent un souffle à son oreille. Un souffle sans mots. Un souffle qui portait un sens clair malgré son absence de son. Nous te voyons. Malonga serra la main de Luna à s'en faire mal. Il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas crier, ne pouvait pas dire non. Alors il continua d'avancer, chaque pas plus lourd que le précédent. L'aéroport, rempli de vie, semblait rétrécir autour de lui. Juste avant de monter dans l'avion, Malonga se retourna une dernière fois. Les silhouettes avaient disparu. Comme si elles n'avaient jamais existé. Mais au sol, près de son pied, se trouvait un petit symbole tracé en poussière. Le même symbole que celui du rituel. Il comprit alors que le voyage n'était pas une fuite. C'était un passage obligé dans une histoire dont il ne contrôlait plus aucune ligne. Le silence n'était que le début. La suite serait pire. À peine installé dans l'avion, Malonga comprit à quel point son silence était un poids écrasant.
Luna avait la tête appuyée contre son bras, fragile, respirant difficilement, et lui ne pouvait pas dire un seul mot pour la rassurer. Les passagers autour parlaient, riaient, soupiraient, et chaque son semblait lui rappeler ce qu'il avait perdu. Quand l'hôtesse lui demanda s'il avait besoin d'aide, il ouvrit la bouche, une fois encore, rien. Pas un son. Juste une respiration brisée. Elle comprit seulement en lisant ses gestes, mais il vit dans ses yeux la pitié qu'il redoutait tant. Le voyage fut long. Trop long. Malonga ne dormait pas. Chaque vibration de l'avion lui donnait l'impression qu'un morceau de sa vie se détachait. Il observait Luna, espérant un signe d'amélioration, un souffle plus régulier, mais elle semblait flotter dans un demi-sommeil fragile. Quand ils atterrirent enfin en Amérique, tout alla très vite. Médecins, examens, dossiers, signatures. Des gens parlaient autour de lui dans une langue qu'il comprenait mal. Il essayait de répondre, mais son mutisme compliquait tout. Malgré cela, la clinique était efficace, bien organisée. On prit Luna en charge immédiatement. Pour la première fois depuis des mois, on annonça quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le traitement pouvait fonctionner. Les premiers résultats étaient encourageants. Le médecin sourit à Malonga, un sourire sincère. « Elle est forte », lui dit-il en tapotant son dossier. Malonga voulut répondre, exprimer sa gratitude, dire à quel point ces mots allégeaient son cœur. Mais quand il voulut articuler un « merci », sa gorge resta muette. Le médecin resta délicat, mais il vit très bien l'embarras dans les yeux de Malonga. Être incapable de parler dans un moment pareil. C'était une douleur supplémentaire, invisible, mais violente. Pendant que Luna recevait les premiers soins, Malonga erra dans les couloirs blancs de la clinique, cherchant un endroit où respirer. Il mit les mains sur sa gorge, essayant encore une fois de forcer un son. Rien. Il tenta un cri silencieux, un hurlement intérieur qui résonna seulement dans son âme. Il écrivit à l'équipe soignante pour expliquer, mais même écrire lui semblait insuffisant. Il se sentait moins qu'un homme, un fantôme. Un père présent, mais sans voix. Un père dont la parole était morte avant lui. Et dans ce pays étranger, où personne ne connaissait son histoire, son silence semblait encore plus immense. Pourtant, une nuit, alors qu'il regardait Luna dormir dans son lit d'hôpital, une sensation étrange glissa dans la pièce, semblable à un souffle froid. Les lumières clignotèrent un instant. Son cœur se serra. Il se leva d'un bond, scrutant les ombres. Personne. Mais il savait. Même à des milliers de kilomètres. Même entouré de médecins, de machines, de prières. La confrérie n'était jamais loin. Le pacte n'était jamais rompu. Le silence n'était pas une fin. C'était un rappel. Et bientôt, quelque chose ou quelqu'un viendrait réclamer la suite. Les jours suivants, Luna commença lentement à retrouver des forces. Sa peau reprenait un peu de couleur, ses yeux s'ouvraient davantage, et parfois, un sourire timide apparaissait sur son visage. Voir sa fille respirer sans douleur était pour Malonga un miracle en soi. Il la regardait marcher dans le couloir de la clinique, tenant sa petite perfusion d'une main, et son cœur se serrait. Elle revenait à la vie. Mais lui, à chaque pas qu'elle faisait, sentait qu'il s'enfonçait un peu plus dans un silence irréversible. La joie de Luna était sa plus belle récompense, et son plus profond chagrin. Une après-midi, alors qu'il l'accompagnait dans le jardin du centre médical, Luna s'arrêta soudain. Elle leva les yeux vers lui et demanda « Papa, tu ne parleras plus jamais ?» La question, simple, pure, traversa Malonga comme une lance. Il voulut dire non, il voulut dire ce n'est que pour un moment, il voulut dire tout ira bien. Mais rien ne sortit. Pas un souffle. Pas un murmure. Rien. Luna observa ses lèvres bouger sans son. Son regard se troubla. Elle comprit, dans sa petite innocence, que quelque chose de grave avait été pris à son père. Quelque chose qui ne reviendrait peut-être jamais. Et Malonga sentit son monde s'écrouler une seconde fois. Il passa la soirée à faire semblant d'être fort, mais intérieurement, il se brisait. Sa gorge semblait vide, creuse, comme un espace qui avait été arraché. Il repensa au rituel, au chant, aux symboles au sol, aux mots du guide. Nous te reprendrons ce qui t'est le plus précieux intérieurement. Il avait cru qu'il voulait son âme, son énergie, sa paix. Mais non. Ce qu'il avait de plus précieux, en dehors de Luna, c'était sa parole. Sa capacité à être un père, à guider, à rassurer, à transmettre. Et il l'avait prise. Définitivement. Cette réalisation l'écrasa comme une montagne. La nuit tomba. Malonga resta assis près du lit de Luna, qui dormait paisiblement. Il posa une main sur sa poitrine, sentant le rythme régulier de sa respiration. Elle vivait. Elle guérissait. Alors peut-être que le prix payé n'était pas injuste.
Peut-être que le silence n'était pas une punition, mais un sacrifice. Il tenta de trouver du sens à ce qu'il vivait, cherchant à calmer son esprit déchiré. Mais soudain, la lumière de la chambre vacilla. Le froid revint. Une silhouette apparut dans l'angle de la pièce. Pas un corps. Pas un homme. Un reflet sombre, comme un fragment de nuit qui avait pris forme humaine. Malonga se leva, le cœur prêt à éclater. La silhouette murmura sans bouche, sans souffle, sans son, mais Malonga comprit parfaitement. Ce que tu as perdu ne reviendra jamais. Le pacte est accompli. Le silence est ton héritage. À vie. Puis la silhouette disparut. La lumière revint. Le froid s'évanouit. Mais dans le regard tremblant de Malonga, une vérité s'inscrivit définitivement. Il avait sauvé sa fille. Et perdu la partie de lui qui faisait de lui un homme entier. Le monde pouvait entendre Luna respirer. Mais plus jamais il n'entendrait sa voix. Le lendemain, Luna se réveillerait avec plus d'énergie. Mais Malonga, lui, se réveillerait dans une vie où le silence ne serait plus jamais une simple absence de bruit. Ce serait une prison. Les jours suivants, Luna retrouva une énergie qu'on ne lui avait pas vue depuis longtemps. Elle parlait plus, souriait plus, reprenait des couleurs. Le médecin annonça même que le traitement fonctionnait mieux que prévu. Pour n'importe quel père, cette nouvelle aurait été un triomphe. Pour Malonga, ce fut une blessure douce amère. Il regardait sa fille rire, courir dans le couloir de la clinique, mais chaque éclat de joie sonnait en lui comme un rappel cruel. Il ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas l'encourager, ni l'appeler, ni même prononcer son prénom. Sa fille guérissait, et lui disparaissait. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis à une table du réfectoire, une infirmière s'approcha avec un large sourire. « Vous devez être fier, votre fille se bat vraiment bien, » dit-elle chaleureusement. Malonga sourit faiblement et tenta de répondre. Sa bouche se mouva, mais aucun son ne vint. L'infirmière se figea. Elle attendit. Rien. Alors, gênée, elle murmura « Je suis désolée ». Ces 3 mots frappèrent Malonga comme un coup. Désolée de quoi? De sa voix perdue? De son incapacité à être un père complet? De son silence qui devenait trop visible? Il détourna le regard. Il ne voulait plus qu'on le regarde avec pitié. Plus les jours passaient, plus Malonga sentait le monde s'éloigner. Les voix des médecins, les bruits de la clinique, les rires de Luna, tout semblait venir d'un autre univers, comme si la vie avait décidé de continuer sans lui. Dans sa tête, pourtant, il parlait sans arrêt. Il criait. Il murmurait. Il rassurait sa fille. Il appelait sa femme perdue. Il suppliait pour que sa voix revienne. Mais à l'extérieur, rien. Il n'était plus qu'un souffle vivant, un corps sans parole. Il évitait les conversations, évitait les regards, évitait même les miroirs. Le silence devenait une seconde peau qu'il étouffait chaque nuit. Il rêvait qu'il parlait, qu'il appelait Luna, qu'elle se retournait joyeusement. Mais au réveil, le vide revenait, plus cruel encore. Un soir, alors que le traitement avançait et qu'un retour futur vers Brazzaville se dessinait, Luna se blottit contre lui et demanda « Papa, est-ce que tu m'entends quand je te parle ?» Il hocha la tête. « Et, est-ce que tu peux me parler dans ta tête ?» Cette question, innocente, le déchira. Il la prit dans ses bras, la serra contre lui. Il aurait voulu hurler qu'il l'aime, hurler qu'il est fier d'elle, hurler qu'il donnerait encore 1000 fois sa voix pour la sauver. Mais son hurlement resta coincé au fond de son âme. Il se contenta de la serrer plus fort, espérant que son cœur parlerait à sa place. Malonga regarda les lumières de la ville étrangère. Il comprit alors que sa vie venait de basculer dans une réalité où la parole ne serait plus jamais son outil. Sa fille vivrait. Lui, en revanche, apprendrait à survivre dans un monde où il ne pourrait plus jamais dire un mot. Le silence n'était plus une sanction. C'était sa nouvelle identité. Et au petit matin, une dernière pensée douloureuse traversa son esprit. Comment élever une enfant, quand on n'a plus de voix? Cette question allait trouver sa réponse dans la conclusion. Il y a des destins qui se brisent dans le bruit. Et d'autres qui se brisent dans un silence éternel. Pour Malonga, la vie reprit un cours différent lorsque Luna fut déclarée hors de danger. Elle retrouvait peu à peu l'énergie que la maladie lui avait volée. Son rire, autrefois rare et fragile, résonnait à nouveau. Elle parlait de tout, posait 1000 questions, rêvait de ce qu'elle ferait en rentrant à Brazzaville. Elle renaissait. Et lui, il s'effaçait. Dans l'avion du retour, Luna s'endormit contre lui. Malonga regarda le ciel par le hublot, un ciel immense qu'il ne pouvait plus remercier à voix haute. Il sentit les battements de son cœur résonner dans sa poitrine. Il n'était plus l'homme qu'il avait été.
Il était un père brisé, mais un père qui avait tenu sa promesse, protéger sa fille, quoi qu'il en coûte. Le prix avait été sa voix. Et ce prix-là, personne ne pourrait jamais le lui rendre. De retour à Brazzaville, la vie semblait continuer comme si rien n'avait changé. Les voisins saluaient Luna, étonnés de la voir si vivante. Ils saluaient Malonga aussi, mais leur regard s'attardait souvent sur son silence, sur cette absence étrange qui entourait chacun de ses gestes. Certains murmuraient qu'il avait vécu un choc. D'autres qu'il avait perdu la raison. Aucun ne connaissait la vérité. Aucun ne saurait jamais ce qu'il avait affronté dans l'ombre. Les nuits restaient les plus difficiles. Lorsque Luna dormait paisiblement près de lui, Malonga restait éveillé, écoutant le silence comme on écoute un châtiment. Parfois, il posait la main sur sa gorge, espérant une vibration, un miracle, un souffle. Rien ne venait. Mais dans ses yeux, une nouvelle détermination apparaissait, il apprendrait à être un père sans voix. Il apprendrait à aimer par les gestes, les regards, les silences partagés. La parole avait disparu, mais l'amour, lui, demeurait intact. Au fond, la confrérie n'avait pas volé sa vie. Elle lui avait volé ce qui permettait de la raconter. Et pourtant, la seule histoire qui comptait encore, c'était celle de Luna, vivante, souriante, respirant. Il avait sacrifié sa voix. Il avait refusé de sacrifier sa fille. Et dans ce choix, il avait trouvé la seule victoire possible. Alors, chaque matin, en regardant Luna courir dans la cour, Malonga souriait faiblement. Ce sourire, silencieux mais sincère, disait tout ce que sa voix ne dirait plus jamais. Je t'aime. Je t'ai sauvé. Et même dans le silence, je suis encore là. Si tu es encore là, merci. Vraiment. Peu de personnes arrivent jusqu'à la fin, et tu en fais partie. Partage cette histoire, laisse un j'aime et dis-moi en commentaire ce que cette histoire t'a fait ressentir. Abonne-toi, d'autres histoires arrivent, encore plus fortes.